Bonjour à tous. Merci à vous d'être présents pour cette présentation du baromètre des employeurs du sport et de cette table ronde qui va réunir trois acteurs qui nous accompagnent dans l'évaluation et le diagnostic effectué auprès de nos adhérents. Merci messieurs d'être présents à nos côtés. Donc rapidement, pour pouvoir passer sur cette table ronde, je vais présenter brièvement nos intervenants de cette matinée. Donc j'ai François Gouzy qui est à mes côtés, directeur des conventions collectives chez Aesio Mutuel, qui est partenaire de ce baromètre depuis plusieurs années maintenant. Merci François d'être présent. Guillaume Mortelier, directeur général de Recrea, gestionnaire de centres aquatiques et administrateur du Cosmos. Et Jordan Roux, qui est vice-président de la Fédération française de rugby, en charge des territoires et de la filière jeune. Merci messieurs encore d'avoir répondu présent pour cette conférence. L'idée étant d'avoir 3 temps sur cette conférence. Un premier donc de restitution du baromètre qu'on a effectué auprès de nos adhérents. Donc le Cosmos, effectivement je ne me suis pas présenté, je représente le Cosmos qui est l'organisation patronale du sport et représente 12 000 employeurs du sport aujourd'hui. Donc principalement secteur associatif et fédéral, sport professionnel et loisirs sportifs marchands. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité avoir un petit panel de ce que peut représenter notre écosystème aujourd'hui. Et on a souhaité aujourd'hui vous restituer la situation actuelle et un état des lieux actuel des employeurs du sport, à la fois sur la situation économique, sociale et écologique de nos adhérents. Donc on va pouvoir commencer rapidement sur cette présentation de notre baromètre. Donc rapidement, pour faire un point sur la méthodologie relative à ce baromètre. Donc comme je vous l'indiquais, l'ensemble des adhérents du Cosmos ont été récipiendaires de cette étude. On l'a effectuée en début de saison sportive. Ça nous paraissait intéressant avec le contexte actuel que nous vivons de sonder nos adhérents sur le sujet. Et bien entendu, on est accompagné par OpinionWay, institut de sondage, pour effectuer ce baromètre qui très certainement sera réédité l'année prochaine pour avoir des éléments de comparaison. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir brièvement avant de laisser la parole à ces messieurs et de rentrer plus sur des sujets de terrain et des sujets qui vous occupent au quotidien. C'est une situation tangible relative au contexte actuel et à la situation économique qu'on vit actuellement. Donc effectivement, on va avoir les premiers chiffres relatifs à la situation économique où on a une défiance de nos structures assez tangible sur la situation financière actuelle qui peut comment dire, être j'ai pas le mot, mais qui peut se détériorer. On voit effectivement un chiffre qu'on peut retenir aujourd'hui, le moins 22 de différentiel entre la situation qui s'est améliorée ces 12 derniers mois et les structures qui évoquent le fait que la situation se détériore à 34%. On a une structure sur 2 sondée qui estime que la situation financière actuelle de leur structure est bonne. Vous faites le comparatif, on a effectivement 50%, enfin 46% qui estiment l'inverse, avec une situation plutôt fragile pour une structure sur 5 représentée dans notre échantillon. 2 difficultés principales expliquent la situation que vous avez pu constater sur la slide précédente. La difficulté à mobiliser des financements privés et des partenariats pour 65% des structures sondées. Et je pense que ça ne vous étonne pas forcément, 62% des baisses des sondés répondent la baisse des subventions publiques. On a également, et on le prend en compte, puisque sur des structures qui sont plus staffées, on le voit sur les structures de plus de 20 salariés notamment, avec plus de 50% des structures de plus de 20 salariés qui évoquent la fragilité liée aux charges sociales ou fiscales trop élevées notamment. On pourra éventuellement y revenir avec Guillaume. Et également des éléments qui peuvent ressortir, comme l'augmentation des coûts fixes, également tangibles pour les structures de plus de 20 salariés. Et c'est pas anodin, mais à prendre en compte également sur l'ensemble des structures qui ont répondu. On a un nombre moyen de difficultés citées
qui est aux alentours de 3. Donc on a deux tendances qui se dégagent, mais effectivement, on a potentiellement plusieurs facteurs d'inquiétude auprès de nos employeurs du sport. Sur la partie, j'essaie d'aller assez vite, vous retrouverez l'ensemble des éléments disponibles sur notre site internet suite à cette présentation du baromètre en détaillé, et vous pouvez également venir nous voir au stand du Cosmos pour avoir un peu plus d'informations liées à ce baromètre. On va faire un point également, c'est une première pour le Cosmos de sonder nos adhérents sur la situation liée aux enjeux ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance. On souhaitait vraiment prendre le pouls, et je pense on va y revenir après, notamment avec Jordan et Guillaume, sur ces enjeux environnementaux. Et l'idée étant de constater qu'on a une prise de conscience et un éveil de nos adhérents sur ces enjeux environnementaux et sociaux, et avec 72% qui se sentent personnellement sensibles à ces enjeux-là dans le cadre de leur fonction de dirigeant. Également, un peu plus de 70% des structures qui prennent en compte des critères environnementaux dans leur stratégie de développement au quotidien. Donc c'est une importance. Je vois notamment Julien Pierre de Fair Play for Planet qui nous a rejoint. Je pense que c'est des chiffres qui peuvent être parlants sur la prise de conscience et sur la prise en compte de ces enjeux environnementaux. Et également 60%, près de 60% qui pensent avoir une vision claire et générale des enjeux ESG. J'accentue le pense avoir une vision claire. Je pense qu'on a encore une sensibilisation à mener auprès de nos structures. Et pareil, au même niveau que la situation économique évoquée auparavant, on a essayé de recenser les actions mises en place par les structures qui restent globalement génériques, mais on peut ressortir à la fois à nouveau deux tendances qui ressortent sur les actions mises en place: la gestion et le tri des déchets au quotidien de nos structures sport, et la sensibilisation des usagers. On sait qu'on est vecteur de messages au sein des structures sportives, et donc c'est dans ce sens où il est important d'éduquer nos pratiquants, et les adhérents doivent éduquer les pratiquants à ces usages. On a également, comme vous le voyez, pour les structures plus staffées de plus de 20 salariés, une volonté de bouger et d'avancer sur des achats responsables. On pourra éventuellement y revenir dans la foulée. On parle énormément de goodies en ce moment, et notamment au sein du Salon des Sports depuis 3 jours. Donc c'est des éléments qu'on pourra éventuellement évoquer. En synthèse, des éléments que vous pouvez retenir par rapport à ce qui a été évoqué. Donc je vous remets les chiffres et les tendances marquantes de ce baromètre. Et effectivement, sur le plan financier, la situation des structures sportives est plutôt préoccupante, sachant que 19% estiment que leur situation actuelle est fragile. Il faut le prendre en compte, il faut qu'on puisse savoir pourquoi, il faut qu'on puisse les accompagner à la fois dans la transformation des modèles économiques, et on y reviendra également dans la foulée avec les interventions de Jordan, Guillaume et François. On a aussi, et on ne l'a pas énormément évoqué dans la restitution du baromètre, mais vous aurez également pas mal d'éléments sur la partie droit social. On avait sondé l'an dernier, post-JOP 2024, nos adhérents sur leur volonté et leur desiderata relatifs à l'employabilité et à la formation. On voit qu'aujourd'hui, même s'il y a une inquiétude d'un point de vue économique, il y a une réelle volonté de continuer à se structurer. Et c'est peut-être quelque chose qu'il faut retenir également de ce baromètre. On a cette volonté de se professionnaliser et de continuer à avancer pour répondre à la demande de plus en plus croissante de nos pratiquants. Et je pense Jordan y reviendra sur notamment l'évolution du nombre de licenciés au sein de la fédération. Comme je vous l'ai évoqué, vous pourrez retrouver l'ensemble des éléments liés à ce baromètre plus détaillé dès la fin de cette conférence sur notre site internet. Vous aurez le QR code à la fin de cette conférence. Et je vais de suite laisser la place, parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé, messieurs, à François, qui va nous évoquer un petit peu l'impact que Caesio peut avoir sur notre branche, sur le secteur du sport. François, je te laisse la main.
Merci Jean-Baptiste. Bonjour à toutes et tous, ravi d'être parmi vous. Alors la raison de la présence d'Aesio, c'est que c'est dans le cadre du partenariat qu'on a depuis très longtemps avec le Cosmos, hein, qui se concrétise notamment par la réalisation de ce baromètre. Hein, donc en quelques mots, Aesio Mutuelle, comme son nom l'indique, c'est une mutuelle, hein, donc qui couvre à peu près 2,3 millions d'adhérents. Et notre rôle à nous, notre mission, hein, puisqu'on est un acteur non lucratif, c'est de permettre au plus grand nombre l'accès aux soins. Hein, voilà. Donc, même, alors, les missions principales qu'on a, effectivement, c'est de rembourser les soins de santé, ça c'est bien connu, aussi de venir compenser les pertes de salaire en cas d'arrêt de travail. Mais on voit que tous ces postes, en fait, augmentent, hein, ou se détériorent. Il y a quand même une aggravation aujourd'hui, notamment des arrêts de travail, du recours aux soins. Et donc, on voit l'urgence, en fait, d'agir sur la prévention, c'est-à-dire d'essayer d'intervenir avant que le risque ne survienne. Et quel meilleur moyen que le sport, finalement, pour y parvenir, hein, puisque je pense que les vertus du sport sur la santé n'ont pas forcément besoin d'être démontrées. Donc, nous, alors, notre engagement auprès de la profession se matérialise de plusieurs façons. Déjà par le soutien de clubs sportifs, hein, c'est la première chose qu'on fait. Alors certains clubs emblématiques, quand même assez connus, comme le Paris Football Club, le Racing Club de Lens, l'AS Saint-Étienne ou le Montpellier Handball, mais aussi en région, localement, le soutien de 120 clubs sportifs, etc., qu'on accompagne pour leurs différents projets. On est présent aussi, on agit aussi auprès des salariés de la branche, hein, puisqu'on est l'un des assureurs, hein, qui avons le plaisir, hein, d'être choisis sur cette, parmi d'autres, hein, d'assurer les salariés de la branche. Donc il y a pas mal d'actions qui sont menées, hein, par vos partenaires sociaux, et nous on y contribue, hein. On est là pour mettre en œuvre les décisions des partenaires sociaux de cette branche, dont le Cosmos en première ligne bien évidemment. Et tout ça peut se concrétiser par exemple par des soutiens financiers aux salariés, hein. Là par exemple il y a une possibilité maintenant d'avoir une aide de 120 € par an pour payer les abonnements sportifs. Et ça c'est valable aussi pour tous les membres de la famille. Donc oui, ce sont des actions comme ça, ou le fonds social aussi du régime, hein, parce ce qu'on appelle un régime de branche s'intéresse aussi à la solidarité et donc mène des actions sociales de soutien. L'une des actions sociales, par exemple, qui est en lien avec le sport, c'est le financement d'équipements comme les lunettes pour le sport, voilà, par exemple. Alors pour nous, en tant que mutuelle, l'intérêt de soutenir ce projet de baromètre, parce que c'est pas la première édition, donc l'intérêt de ce genre d'opération, c'est de les réitérer dans le temps et de voir comment elles évoluent, en fait. Voilà, espérons dans le bon sens. Mais donc l'intérêt pour nous en tant que mutuelle, c'est d'avoir une meilleure connaissance de la profession, hein, parce qu'on est à Aesio assureur d'à peu près 30 branches différentes, mais elles ont toutes leurs particularités. Il va de soi que les problématiques de la branche de la métallurgie ne sont pas la même que celles de la branche du sport ou de la branche du médico-social. Enfin, on est vraiment sur des métiers différents. Donc pour nous, c'est de la matière importante pour avoir accès et mieux comprendre quelles sont les problématiques en fait de toutes les parties prenantes en fait, hein, du monde du sport, que ce soit les entreprises, les associations, leurs dirigeants, les salariés ou bien les bénévoles aussi, qui jouent un rôle très important. Voilà, je vous remercie. Merci François. Effectivement, on est ravis de vous avoir à nos côtés encore une fois cette année, et effectivement, on espère que les chiffres auront tendance à évoluer dans les prochaines années. On va échanger dorénavant avec Jordan et Guillaume. Merci François. Sur les trois volets qu'on a évoqués dans ce baromètre, le volet économique, social et environnemental, on souhaitait avoir un retour de terrain, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, de deux typologies de structures différentes, avec donc un gestionnaire de centres aquatiques et une fédération sportive. Jordan, on va commencer avec toi. Sur la partie économique, comment vous vivez au quotidien aujourd'hui le contexte actuel, et quel retour tu peux nous faire de l'ensemble des structures sur les territoires, sur le développement de leur modèle économique, sur la viabilité économique de vos structures affiliées?
Alors bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, on va plutôt voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide, parce que je crois qu'il est important aussi de sourire et essayer de regarder devant, parce que c'est important qu'on puisse se dire que le sport, c'est pas seulement un vecteur de cohésion, de partage et d'éducation, mais c'est surtout un vecteur de santé. Ça doit être un enjeu fort de nos prochaines politiques publiques, et c'est très important de le faire. La fédération, elle travaille aujourd'hui sur 3 piliers, le pilier privé, mécénat entreprise, le pilier public lié aux subventions, puis le pilier du bénévolat. Le troisième pilier qui est en mutation et que vous connaissez tous, il faut le travailler, il faut le mettre en place, il faut le valoriser. On n'a plus le bénévole aujourd'hui qui est là du 1er juillet au 30 juin sur une saison sportive pour la nôtre, mais qui va être là ponctuellement sur 12 ou 13 événements. Donc il est important de le mettre en place, tout en développant là aussi un process d'accompagnement à la formation de nos encadrants bénévoles. Donc là aussi, c'est un coût. C'est un coût parce qu'en fait, les dispositifs sont construits souvent pour les salariés, mais très peu pour les bénévoles. Donc il faut qu'on arrive à développer la capacité aussi d'investissement dans la formation professionnelle continue. Et puis ensuite, le levier public. Et je crois avoir vu Patrick Appéré, le président de l'Andes, tout à l'heure à l'ouverture de la conférence, c'est aussi être capable de dire qu'il faut donner de la visibilité à nos structures. Aujourd'hui, il y a très peu de conventions pluriannuelles qui sont signées sur le subventionnement de fonctionnement public dans nos structures, dans nos associations. Les structures le plus en difficulté dans le rugby aujourd'hui, ce sont les comités départementaux. Les conseils départementaux ont fait des coupes franches aujourd'hui dans le domaine du sport et de la culture, et on se retrouve en difficulté sur les financements quotidiens. Les ligues régionales font à peu près front parce qu'elles ont un autre travaillent un autre fonctionnement. Et les clubs derrière, qui sont au bout de la chaîne, subissent forcément ça. Même si les collectivités, et Amélie le disait hier, c'est 8 milliards d'euros d'investissement dans le sport, dans le fonctionnement, on est aujourd'hui en manque de visibilité et de construction commune. L'Agence nationale du sport qui s'est développée depuis de nombreuses années est en pleine mutation à l'heure actuelle et on a très peu de visibilité sur la suite qui va être donnée à l'ANS. Et c'est aussi pour nous une difficulté. Donc la viabilité de nos associations, elle est compliquée à date parce qu'on a des difficultés à trouver des financements publics, des nouveaux financements publics. Et puis il faut mettre en parallèle aussi que la construction de ces financements publics, elle engendre forcément des demandes de subventions. Vous en faites toutes et tous au quotidien, mais quand on vous demande en tant que bénévole de faire un dossier de 50 pages pour obtenir 500 €, et ben le bénévole, il ne fait plus le dossier. Et donc on se retrouve justement avec des associations les plus structurées qui touchent le plus de subventions publiques. Et donc c'est là où il faut qu'on arrive à travailler. Puis le dernier levier que la fédération a conservé, malgré aujourd'hui l'évolution du modèle économique, on soutient aujourd'hui les clubs à hauteur de 36 millions d'euros, 12 millions d'euros d'accompagnement sur les kilomètres. La Fédération française de rugby est l'une des seules fédérations depuis plus de 50 ans à accompagner les clubs dans les kilomètres, dans la prise en charge de leur transport. 12 millions d'euros ont été engagés à partir de 2018 sur les conseillers techniques de clubs en direct en lien avec les clubs. Et puis ensuite, on a le troisième volet des 12 millions d'euros qui accompagne le financement de nos territoires. Donc malgré un contexte économique difficile, la fédération a maintenu 36 millions d'euros d'accompagnement direct de ces structures déconcentrées. Merci Jordan. Guillaume, sur la partie économique, lors de nos échanges préparatoires, je me suis noté, tu évoquais une réflexion menée par Recrea depuis un certain temps maintenant autour des modèles économiques. Comment vous abordez un petit peu le contexte actuel et comment se situe Recrea aujourd'hui ? Claire. Alors sur le baromètre, déjà, c'est bien sûr pas une surprise, hein, les difficultés économiques ne sont pas nouvelles et on pouvait s'attendre à une forme d'aggravation qui est liée à la fois à un contexte économique général, mais aussi qui est pour moi le marqueur d'une transition profonde d'un écosystème qui a été financé historiquement en grande partie, financé d'une certaine manière par le bénévolat, enfin, qui est une des conditions majeures au fait qu'il y ait un accès au sport le plus large possible, et puis aussi par un financement des collectivités locales et plus largement de l'État et du public de façon très massive, à la fois des infrastructures et puis du fonctionnement des associations, des clubs qui pouvaient sur le terrain proposer des activités sportives. Et donc la difficulté qu'on vit actuellement, pour moi, c'est une difficulté d'abord de transition. En fait, on est en train de transiter d'un modèle qui était largement financé par le public et le bénévolat, parce que je l'intègre dans cette dimension-là, et sur lequel il faut trouver un autre équilibre en fait. Et dans les transitions, c'est toujours pareil, il y a des phénomènes un peu darwiniens qui font que les structures doivent se transformer, certaines vont disparaître, et puis il y a des nouveaux modèles qui vont émerger. Et des nouveaux modèles, on voit déjà cela émerger. Il y a quelques années, il n'y avait pas d'acteurs vraiment privés de masse dans le sport. Aujourd'hui, sur le fitness, par exemple, on a des réseaux fitness largement déployés partout en France qui sont sur un modèle pur privé. On a aussi des acteurs, par exemple, sur le paddle, sur le foot à 5 qui se sont largement développés. Et
et qui marque qu'en fait, progressivement, sur des verticales, on a des modèles économiques qui se développent et qu'il faut qu'en fait, tout le monde n'aille pas nécessairement vers le privé, mais se rééquilibre autour de ces aspects-là. Et nous, du côté de Récréa, comme tu l'as rappelé, on gère des équipements sportifs pour des collectivités. On en gère 110 en France, on fait 160 millions de chiffre d'affaires. Et 50% de ce chiffre d'affaires, en fait, il nous vient des collectivités qui nous financent parce qu'il y a une dimension service public dans ce que l'on peut faire. Et dans ce contexte-là, nous-mêmes, on subit finalement l'impécuniosité de plus en plus forte des collectivités. Et pour s'en sortir, nécessairement, on est amené à revoir nos modèles. Et ce sur quoi on travaille de plus en plus, en fait, c'est de s'engager sur des durées de plus en plus longues dans des systèmes de concession. Et c'est ce qu'on a pu faire au Centre aquatique olympique, qui était un bâtiment un peu emblématique qui a été construit dans le cadre des Jeux olympiques, où il fallait une piscine emblématique en France pour faire du plongeon et de la natation. Et donc la métropole du Grand Paris avec la région Île-de-France et toute l'organisation des Jeux Olympiques a lancé un concours pour ça. Et on s'est engagé, nous, sur 20 ans avec Bouygues pour à la fois construire, livrer pour les JO et transformer cet équipement pour qu'il soit ouvert, on va dire, aux usagers de tout le nord de Paris sur 15 ans. Et ça permet à la collectivité d'avoir une visibilité sur un investissement dur. C'est nous d'ailleurs qui avons fait les investissements, qui les portons, avec un soutien bien sûr de la collectivité. Et sur 15 ans, nous, on s'engage sur le modèle économique. Si on perd, on perd. Si on gagne, on gagne. Mais la collectivité, en fait, a une visibilité très forte sur ce que ça va lui coûter. Ça lui permet d'optimiser en fait, ses financements par rapport au modèle classique. Donc ça illustre bien qu'il y a des transitions de modèles, avec des modèles qui vont rester de toute façon publics et subventionnels, par essence, mais aussi des modèles qui vont être purement privés et qui vont s'hybrider comme le nôtre. Merci Guillaume. On a une tendance aussi qui ressort de ce baromètre et on l'a évoqué lors de nos échanges et je souhaiterais vous entendre sur le sujet, sur les enjeux d'emploi et de formation, de montée en compétences. Parce qu'effectivement, on a ce warning lié à la partie économique, mais il y a toujours cette volonté de continuer à structurer et professionnaliser en interne. Je sais que c'est le cas chez vous. Quel programme, quel axe de développement vous mettez en place, Jordan, au niveau de la Fédé et Guillaume dans la foulée? Alors il faut savoir que nous, on a accueilli 2 grands événements planétaires quand même. La Coupe du Monde de rugby en 2023 en France, puis après les Jeux Olympiques. On les a ouverts de manière formidable puisqu'on est quand même champion olympique avec l'équipe garçon et notamment Antoine Dupont qui a pu venir accompagner l'équipe à 7. Aujourd'hui, sur les sujets de l'emploi, nous, on va aller vers une problématique qui est très simple, c'est-à-dire qu'on a toujours séparé l'administratif et le financier du sportif. Et aujourd'hui, les structures que l'on gère au quotidien n'ont pas les moyens d'avoir un responsable administratif et financier et un responsable sportif. Et il faut qu'on aille sur des diplômes qui soient biqualifiants, qui soient capables de donner aujourd'hui aux structures la démarche sportive, c'est-à-dire qu'on va donner aux salariés les mesures sportives de l'équivalent d'un BP ou d'un DE en fonction de la discipline, mais qu'on soit capable aussi de lui donner la biqualification administrative et financière. Puisqu'il faut qu'on accompagne nos clubs à se structurer dans la totalité du dispositif. La réflexion que porte la fédération aujourd'hui, c'est les groupements d'employeurs. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avoir un employé seul dans son club, c'est compliqué en fonction de son niveau et de son budget. Et si on arrive à le partager correctement et à diffuser toute une organisation qui soit la plus simple possible, on arrive à créer de la dynamique et de l'emploi. Très concrètement, un exemple concret, on était au club de Cadojac vendredi dernier au nord de Bordeaux. L'idée, c'est vraiment de se dire que ils ont investi dans des infrastructures, ils ont pris un salarié, ils ont connu plus de 27% d'augmentation du nombre de licenciés. Donc ça crée forcément de l'activité, ça crée des rentrées complémentaires et on diversifie du coup les revenus du club. Donc ça, c'est un enjeu très important. Et puis après, je le disais tout à l'heure, le deuxième plan qu'on lance, c'est toute la partie formation professionnelle continue, la FPC. La FPC, elle va être valable pour les salariés aujourd'hui, qu'ils soient administratifs ou sportifs, mais elle doit être valable aussi pour les bénévoles. Parce que le bénévole aujourd'hui qui est arrivé dans une association il y a maintenant 10 ans dans un club de rugby, c'est plus du tout le même fonctionnement au sein de la fédération, même au même fonctionnement avec les collectivités ou autres. Donc il faut qu'on arrive à créer conjointement ensemble des plans de formation pour nos bénévoles, puisque toutes les disciplines en ont besoin. Et c'est là où je me tourne vers les acteurs privés qui ont un rôle à jouer avec nous, parce qu'ils ne doivent pas remplacer ou faire à la place d'eux, ils doivent être complémentaires. On doit trouver des synergies aussi bien entre le privé et le public pour qu'on puisse sortir de là.
Merci Jordan, et je pense que vous avez les mêmes, potentiellement Oui, les c'est mêmes marrant, enjeux. on n'avait pas préparé avec Jordan, mais en fait, je peux rebondir assez facilement parce que nous, sur un autre métier, hein, qui est l'enjeu de surveillance de la baignade et des piscines, si vous voulez, notre gros enjeu, c'est de mobiliser des maîtres nageurs. C'est un métier qui est très engageant, qui est sur la sécurité, qui a une vraie vertu éducative, et sur lesquels on est amené nous-mêmes à former plus d'une centaine de maîtres nageurs par an pour s'occuper et pour être capable d'offrir au plus grand nombre d'usagers. Et on a aujourd'hui à peu près 13 millions de personnes qui viennent dans nos équipements par an, une sécurité lorsqu'on vient en famille avec les enfants et autres dans la nage. Et pour créer cette filière, parce que c'est une vraie filière à constituer aujourd'hui, on a créé un partenariat avec la SNSM, qui est la Société nationale des sauveteurs en mer, qui est une association de bénévoles hyper engagés, qui forment des jeunes pour aller faire les surveillances de baignade en mer et dans les milieux naturels. Super engagement, vraie valeur d'excellence et de sérieux, et qui mobilise des jeunes très tôt, qui veulent des fois en faire leur profession. Et en fait, on travaille avec eux pour faire une forme de continuité entre une implication qui peut être, par exemple, estivale ou ponctuelle sur de la surveillance de baignade en milieu naturel, et de ça créer en fait potentiellement des vocations pour en faire des maîtres nageurs sur toute l'année, qu'ils en fassent leur profession. Et donc dans ce cadre-là, on ouvre dans les centres de formation BPGEPS des liens avec la SNSM pour créer des parcours. Donc des parcours je commence par le bénévolat, et je peux continuer d'ailleurs le bénévolat, mais tout en ayant une activité professionnelle dans le sens de mon engagement que je peux avoir pour assurer la sécurité de la baignade. Le deuxième enjeu auquel on est confronté et sur lequel je vois aussi des parallèles avec le rugby, c'est de se dire, une fois qu'on est maître nageur, quelle peut être la progression, parce qu'on peut être appelé du coup à gérer des équipements sportifs de façon plus large, et du coup on a le même enjeu de formation continue progressive, où on a un engagement premier d'éducateurs, ou pour nous plutôt de surveillants on va dire, mais qui font aussi de l'éducation, et de progressivement leur amener les vecteurs de formation pour qu'ils puissent se retrouver à gérer des PME, hein. Par exemple le centre aquatique olympique dont je parlais, c'est 70 personnes qu'il faut gérer, un budget de plusieurs millions, et comment, en s'engageant d'abord dans une logique de sécurité d'éducateur, comment est-ce que je peux progressivement me créer le bagage pour être capable de gérer une PME. Et c'est tout notre challenge, c'est de créer les vecteurs de formation et la culture pour être capable d'accompagner ces progressions, à la fois dans l'expertise initiale et puis ensuite dans la capacité à se développer dans un métier. Merci messieurs, très intéressant de voir les parallèles qui ne sont pas forcément au départ très perceptibles, mais c'est intéressant, vous pourrez continuer à discuter derrière, bien entendu. Dernier sujet qu'on souhaitait évoquer, et peut-être laisser la main dans un premier temps à Guillaume, parce que c'est tout légitime que vous puissiez intervenir sur cet axe-là. L'accélération de la transition écologique via votre activité, je pense que c'est quelque chose qui est fort, que vous portez forcément dans votre activité, dans votre ADN également. Donc quel message tu souhaites faire passer sur le sujet, et après je laisserai la parole à Jordan aussi sur les enjeux sociaux et sociétaux que vous pouvez porter sur la partie éducation, santé éventuellement, avant de clôturer cette conférence, messieurs. Alors c'est intéressant sur la question de transition écologique, c'est pour ça que la manière dont tu as organisé les questions, je trouve intéressante, c'est qu'en fait, ce dont on parlait sur la transformation du modèle économique, sur la partie gestion de centres aquatiques, nous on l'a vécu lors de l'explosion des prix de l'énergie il y a 2 ans, et c'est un secteur qui a failli mourir. Il y a des piscines qui ont été fermées, il y a des exploitants qui ont beaucoup souffert, parce que le prix, vous voyez, quand vous payez votre électricité à 85 € le mégawattheure et que ça passe à 1000 €, 1100 € parfois, comment vous faites? Et c'est 10 à 20% de vos coûts, donc autant dire que vos coûts doublent ou triplent comme ça, juste à cause du marché de l'électricité. Et ça, c'est un facteur pour moi qui souligne aussi une transition. On est dans un modèle économique général à cause de la transition écologique qui va se transformer. Et dans les transitions, il y a parfois des à-coups. C'est ce qu'on a vécu il y a 2 ans sur l'électricité, donc qui nous a amené, nous, à nous transformer, à devoir. On avait bien sûr une gestion de la technique et des consommations d'énergie dans les centres aquatiques qui représentent à peu près 15 à 20% de nos coûts, qui étaient déjà engagés, mais ça a largement accéléré ce facteur-là, quasiment dans une logique darwiniste, hein, parce qu'on n'a pas eu le choix. Et ce qui est intéressant, donc on a fait beaucoup d'efforts sur la consommation d'énergie, mais en fait notre gros enjeu
sur le long terme, c'est d'abord la consommation d'eau. Parce qu'en fait, on va vers une rareté de plus en plus forte de l'eau. Hein. C'est de l'eau de ville, en fait, la plupart du temps. Ce n'est pas le cas dans toutes les piscines, mais dans la plupart, c'est de l'eau de ville qui vient. Et on voit qu'il y a de plus en plus d'enjeux de saturation de la disponibilité de l'eau dans les villes. Et du coup, comment on fait, nous, en tant que gros consommateurs, pour limiter les économies d'eau? Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'un litre d'eau économisé, c'est aussi toute la chauffe. Du coup, on consomme moins de gaz, moins d'électricité, parce qu'on a moins besoin de chauffer l'eau, vu qu'on en consomme moins. D'où un engagement de notre côté, à la fois sur les équipements techniques. On a vu hier une très belle annonce d'ailleurs du gouvernement qui a accepté quelque chose qu'on demandait depuis longtemps, c'est de ne plus faire de vidange annuel, qui étaient des vidanges qui ne servaient à rien parce que la qualité de l'eau est assurée. Donc on fait des vidanges quand nécessaire, mais quand c'est pas nécessaire, en fait, on se dit pas qu'on va. C'était 30% de notre consommation d'eau, c'était de la vidange. Donc ça c'est arrêté. On voit que les pouvoirs publics font des efforts dans ce sens-là, mais en parallèle, c'est aussi un engagement. Typiquement, il y a une statistique, je ne sais pas si vous la connaissez, mais quand vous prenez une douche, donc ça consomme, avant d'aller à la piscine, ça consomme 3 à 5 litres d'eau. Ben, on va économiser 30 litres d'eau. Parce qu'en fait, quand on arrive avec une douche savonnée, du coup, on est plus propre et donc on a moins de consommation de chlore dans la piscine. Et du coup, on a même moins besoin de consommer d'eau. Donc on incite aussi nos usagers à aller plus systématiquement sous la douche, c'est fondamental. L'hygiène est toujours bonne dans tous les cas, parce que le chlore est là pour traiter si on ne sait pas doucher, mais en termes de consommation d'eau, ça a un impact fondamental. Et du coup, c'est à la fois un engagement des exploitants, tel qu'on peut l'être, des pouvoirs publics, je l'ai rappelé, mais aussi de chacun, pour être capable de s'engager dans cette logique de transformation énergétique qui est, encore une fois, fondamentale, en tout cas dans notre métier. Bon, très vite et en 3 points, parce que j'ai compris qu'il fallait qu'on arrête. Ah, t'as le visu sur la technique. Ouais, merci Jordan de faire le timer. Mais 3 points. Nous, la fédération, aujourd'hui, on souhaite l'engager dans un dispositif de fédération à mission. Pourquoi fédération à mission? C'est pas simplement l'écrire dans nos statuts, c'est qu'on ait la vision globale de qu'est-ce que peut faire le sport pour vous. Donc ça, c'est le premier levier. Le deuxième, c'est qu'on est rentré aujourd'hui, on est persuadé que le sport est un enjeu de société et que s'il y avait plus de sport dans la société, je veux dire plus de rugby, il y aurait moins de problèmes. Donc je crois qu'aujourd'hui, quand je dis rugby, je ne suis pas tout seul. Il y a le hand, le basket, le foot, etc. On met tous les sports, il n'y a aucun problème avec ça. Je suis pas sectaire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a plus de sport, on aurait moins de problèmes aujourd'hui. Par contre, ça nécessite du coup des investissements dans nos installations. Et on a lancé tout un plan d'investissement récemment, qui plus est en parlant de la rénovation énergétique de nos installations avec le plan C2E, les certificats d'économie d'énergie avec les obligés. Et on a un partenaire majeur de la Fédération française de rugby qui s'appelle Total Energy et qui nous accompagne sur ce dispositif pour accompagner les collectivités à investir dans la rénovation énergétique de leur installation et pour le bien-être de nos clubs. Et puis le troisième point, c'est toute une démarche qu'on doit avoir et on a construit un livret des éco-gestes pour l'entretien de nos pelouses, l'entretien de nos vestiaires, etc., qui vont accompagner les collectivités à flécher les investissements. Et puis on a lancé tout ça dans un dispositif assez complet qui s'appelle le label Club Engagé. Et dedans, on a du coup Fair Play for Planet, etc., qui nous accompagne dans tout ce dispositif. C'est vraiment un enjeu global demain de se dire que le sport doit être un acteur majeur, mais il ne doit pas l'être parce que c'est le sport et qu'on brille. J'ai jamais vu autant de monde demander de photos Antoine Dupont, mais j'ai jamais vu autant de collectivités ou autres réduire leur investissement dans le sport. Donc il faut aussi qu'on soit capable de se dire qu'on bénéficie d'événements majeurs comme on l'a aujourd'hui en France, mais qu'on soit capable de continuer à investir parce que le sport mérite qu'on y investisse. Merci messieurs, je remercie encore François d'avoir été parmi nous aujourd'hui et AESO pour son soutien. Comme je vous l'évoquais, vous avez la possibilité de prendre connaissance plus longuement du baromètre. Récréa est à votre disposition juste derrière, la Fédé de rugby un peu plus loin au sein du salon si vous souhaitez échanger plus longuement avec ces messieurs et également sur notre stand du Cosmos. Merci à vous d'avoir suivi cette conférence et bonne journée. Merci messieurs.